Alors, quels sont les lendemains de cette rencontre dramatique au Bureau ovale pour l'Ukraine notamment? Mes invités, Dominique Harel est professeur agrégé d'études politiques et titulaire de la chaire d'études ukrainiennes de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Et Piotr Smolar, correspondant du Monde à Washington. Bonsoir. Piotr, Bonsoir. vous avez signé hier, je crois, un papier sur la poutinisation des États-Unis. Alors, c'est en plein dans le sujet du jour. Alors, d'abord, à chacun, votre réaction à ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce un échec diplomatique, une faute de Zelensky? Vous avez entendu le général Trinquant. Dominique Harel, vous avez réagi. Vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce qu'il a dit. Je vous écoute là-dessus, puis ensuite, Piotr. Bien, écoutez, on manque de respect, on ne fait pas ça en diplomatie. Ça fait 2 semaines qu'il se fait dire qu'il est un dictateur, là, les insultes, qui est pas légitime, etc., qui est même corrompu. Mais écoutez, c'est un guet-apens là, à la Maison-Blanche, devant les caméras essentiellement du monde entier. Et il tenait son bout. C'est qu'en fait, ce qu'il faut décoder, là, le manque de respect, là, tous les républicains là, s'alignent, là, ils ont manqué de respect. Mais manquer de respect, ça veut dire ne pas accepter littéralement de se prosterner devant Trump, comme tous les républicains ont fait. Alors, c'est ça. En fait, c'est le courage de Zelensky. On avait déjà vu son courage il y a 3 ans, où sa vie est en danger. Et il a tenu le fort. Et ça a clarifié la situation. Et la fin de l'aide américaine à l'Ukraine. Essentiellement. Pour vous, Piotr, quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé aujourd'hui? Écoutez, à titre presque humain, j'en ai eu mal au ventre de regarder cette très longue scène, et particulièrement les 10 dernières qui furent un supplice. Mais si on essaie de prendre un tout petit peu de recul après cette journée très lourde, je crois qu'il faut vraiment distinguer la forme du fond. C'est-à-dire, sur la forme, il y a eu un esclandre public absolument hallucinant. Il y a des choses qui ont été dites qui n'auraient jamais dû être dites devant caméra, et je pense qu'ils sont des éléments de négociation. Par exemple, Volodymyr Zelensky a évoqué la nécessité de renforcer la défense anti-aérienne ukrainienne. Je pense que ce n'était pas le moment, l'endroit de le faire. Encore une fois, devant les caméras, ce n'était pas forcément très habile parce que le vent qui souffle aujourd'hui à Washington est un vent mauvais pour le soutien militaire à l'Ukraine. Or, il a donné le sentiment, Volodymyr Zelensky, de ne pas prendre en compte cette nouvelle réalité politique américaine. Et je pense que ce n'était pas forcément juste. Mais en revanche, en dehors de ça, sur le fond, ce qu'il faut dire et qui est fondamental, c'est qu'il y a une divergence majeure de chorégraphie, ou plutôt de calendrier. C'est-à-dire que Donald Trump veut d'abord un accord sur les minerais rares ukrainiens. Petit 2, un cessez-le-feu immédiat, sans condition, vite, 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 on arrête de tirer, il n'y a plus de morts pour prendre ces formules à l'emporte-pièce. Et puis pour le reste, on verra. Et c'est ça le problème, c'est que Volodymyr Zelensky l'a dit très clairement aujourd'hui devant les caméras, si on fait ça, si on fait ce « et puis on verra », ça ne marchera pas, les Russes reprendront les combats sous peu, et la sécurité de l'Ukraine ne sera pas garantie. Et donc, Volodymyr Zelensky dit d'accord, je peux signer l'accord sur les minerais, mais il faut des garanties de sécurité américaines parce que les Européens eux-mêmes ne pourront pas tout seuls s'engager et se déployer en Ukraine. C'est ça le différend majeur, c'est que l'administration américaine est volontairement myope, elle veut aller trop vite et elle refuse de voir à long terme les enjeux de sécurité pour l'Ukraine comme État souverain. Mais en même temps, Zelensky est arrivé à Washington sans savoir trop quel serait ce qui serait écrit dans ce texte-là sur l'entente pour les minerais, sans trop savoir s'il y aurait des garanties de sécurité et pour quelle raison Poutine ne veut pas aller jusqu'aux garanties de sécurité. Évidemment, on confond Poutine, mais je fais toujours le même là-dessus. C'est difficile de distinguer les deux ces temps-ci, puisque Trump... Une chose que vous m'écoutez. Oui, essentiellement, Trump répète continuellement le discours de Poutine. En fait, l'accord, à moins qu'il ait changé dramatiquement, là, je ne pense pas, mais l'accord qui devait être signé, ça a été publié. Non, ça a été publié. Et il y avait comme une formulation un peu vague que les États-Unis appuient l'initiative de l'Ukraine d'avoir des garanties de sécurité. Bon, c'était pas vraiment un engagement. Mais pour le reste, les Ukrainiens avaient négocié de façon très solide là, depuis 2 semaines, parce que la première mouture de l'accord, c'était essentiellement une exploitation immonde, là, coloniale, 500 milliards, il faut se faire rembourser et tout. Mais le point, justement, comme Piotr vient de le dire, le point majeur, là, c'est que comment voulez-vous avoir un cessez-le-feu s'il n'y a aucune garantie que la Russie ne va pas se remettre à attaquer? La réponse de Trump, c'est « Ah, moi, j'ai confiance à Poutine. J'ai confiance à Poutine. » En réalité, il n'y en avait pas de plan. Parce que ce qu'on oublie dans tout ça, c'est pourquoi la Russie accepterait un cessez-le-feu, même temporaire. En retour de quoi?
Est-ce que Trump dirait, ben là, on va reconnaître la Crimée comme étant russe? Est-ce qu'il est prêt à aller jusque-là? Alors peut-être que la Russie dirait, oui, on va avoir un cessez-le-feu temporaire, mais essentiellement, on ne sait même pas si Trump avait un plan. Moi, je suis assez convaincu qu'il n'y en avait pas de plan. Et puis là, à la suite de ce scandale, si on peut dire, Trump a émis un petit communiqué, là, Truth Social. Et essentiellement, il dit que les Ukrainiens ne veulent pas la paix. Alors, Zelensky peut revenir s'il veut la paix. Mais autrement dit, il n'y en aura pas d'accord, puis c'est la faute des Ukrainiens. Alors, je m'en lave les mains. En fait, dans le fond, ce qu'il faut lire, avec ce que j'entends de vous, Dominique, puis je lance la question, c'est que, au fond, Poutine n'en veut pas tant que ça de paix. Il y a une espèce d'inversion complète des valeurs et des références dans ce que dit Donald Trump qui est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que maintenant, il a fini par présenter au bout de cette journée Volodymyr Zelensky comme la tête brûlée, comme l'homme qui veut faire la guerre pour la guerre. Et au contraire, Vladimir Poutine, il lui accorde une espèce de valeur en soi. Il croit sa parole, il croit son engagement pour la paix. On n'a pas du tout encore compris pourquoi Vladimir Poutine aurait besoin de faire la paix. Il a reconfiguré entièrement l'économie russe pour être une économie de guerre. Il y a des gens qui se font beaucoup d'argent grâce à cela. Il ne prête pas énormément d'attention aux pertes humaines que tout cela occasionne, alors même que c'est un désastre à long terme pour la démographie russe. Donc on est vraiment on est dans une inversion complète chez les Américains. Et pour moi, un des arguments les plus significatifs, c'est vraiment cette idée de garantie de sécurité civile, en quelque sorte, que met en avant Donald Trump. Donald Trump dit, mais il n'y a pas besoin de discuter de garantie de sécurité militaire, puisqu'on aura des ingénieurs et des entreprises américaines qui seront sur le sol ukrainien pour en exploiter les ressources, et ça suffira, les Russes n'attaqueront plus. Enfin, dans quel monde vit-on? Dans quel monde est-ce que des ingénieurs et des grues empêchent une force hostile d'attaquer? D'ailleurs, à Fox News, un entretien qui a été fait à 18h ce soir, Zelensky répète que justement, cette entente commerciale n'empêcherait pas Poutine d'intervenir. Il s'en fout, Poutine, là, des compagnies, puis des minières, etc. Mais il a aussi dit que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas bon pour personne. Alors, quelles sont les conséquences pour les États-Unis, pour Trump? Est-ce que c'est un échec et pour Zelensky, Dominique? Bon, évidemment, Trump le présente comme c'est le grand échec ukrainien. Et là, vous avez le spectacle absolument odieux, presque staliniste, de tous les membres du cabinet, à commencer par Rubio. La Maison-Blanche a publié un communiqué, ils sont à peu près une trentaine, se prosternent tous disant « Ah, Trump a vraiment défendu l'Amérique, America First, etc. » Graham qui a complètement viré sa chemise, encore une fois. C'est pathétique, mais je pense que le message, au-delà du spectacle, est très clair. L'Ukraine, même si encore Zelensky l'a répété, on espère que, c'est terminé. Et là, c'est dramatique. Et l'Europe et le Canada, avec des alliés, là, on parle du Japon, de la Corée du Sud, puisque tout ça, ça a une portée mondiale, doivent prendre des décisions assez dramatiques. Alors, est-il possible, selon vous, Piotr, de rétablir le dialogue? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout parce qu'on est vraiment dans une séquence complètement disruptive avec cette reprise du dialogue bilatéral avec la Russie, ces mots doux adressés à Vladimir Poutine, ces propos très agressifs contre Volodymyr Zelensky. Donc on n'a vraiment aucune idée où ça va aller. Il n'est pas impossible que le dialogue se renoue autour de cet accord sur les minerais, mais encore une fois, cela ne changera rien. Pour Volodymyr Zelensky, cet accord ne serait qu'un premier pas et il faut trouver des garanties de sécurité. C'est ces mots-clés, garanties de sécurité, tant qu'ils n'auront pas été réglés, on n'avancera pas et il ne pourra pas y avoir de cessez-le-feu ou de paix durable en Ukraine. Et en Russie, Medvedev a dit que pour la première fois, Trump a dit la vérité en face au clown cocaïné. Il a parlé de cochon et tout. Donc, évidemment, on boit le champagne ce soir, Dominique, en Russie. Écoutez, Trump a d'abord concédé le statut là, en faisant l'appel téléphonique et tout, donnant que Poutine, donc la Russie, maintenant négocie d'égal à égal avec les États-Unis. C'était la demande de une espèce de, au niveau symbolique, le retour à la superpuissance. Et ensuite, il concède tout sur le pourquoi de la guerre. Sans rien donner en retour. Alors, évidemment, c'est une énorme victoire pour l'instant diplomatique de la Russie. Je préfère ne pas commenter Medvedev, dont le discours est absolument
un discours de fond d'égout là, depuis le début de la guerre, mais il reste qu'il y a une profonde méfiance en Russie. Je pense que Piotr serait d'accord ici avec mon analyse, envers tout ce qui est occidental, même américain, même sous Trump. Alors, c'est à leur avantage, mais la Russie présente la guerre en Ukraine, très certainement depuis 1922, contre une guerre contre l'Occident collectif. Ça, c'est le terme qui est employé, et déploie et reconstruit son armée. Et ça ne changera pas, quoi qu'il arrive sous Trump. Évidemment, Piotr, les États-Unis ont voté du côté de la Russie, là, ne reconnaissant pas que Moscou était l'agresseur. C'était aux Nations unies il y a quelques jours. L'impact de tout ça aux États-Unis maintenant, les républicains et démocrates s'opposent là-dessus. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur l'administration? Oui, bien sûr. Vous savez, pendant quasiment 3 ans, on va dire pendant en tout cas les 2 premières années, il y a vraiment eu un consensus bipartisan aux États-Unis pour soutenir l'Ukraine. Et c'est à partir du moment où l'aide militaire à l'Ukraine s'est retrouvée en quelque sorte prisonnière des débats et des querelles budgétaires au Congrès que tout ça a commencé à complètement dériver. Mais il ne faut pas se leurrer. Cette esclandre spectaculaire publique aujourd'hui ravit le monde MAGA, ravit les partisans de Donald Trump et de J.D. Vance. Ils considèrent qu'ils tiennent un langage de vérité, ils croient dans une espèce de diplomatie virile, ils n'ont pas grande connaissance des affaires du monde et de ce que ça signifie, même en termes d'isolement et de réputation des États-Unis. Mais en tout cas, le public trumpiste, lui, il n'y a qu'à consulter les réseaux sociaux, est ravi. Je pense que c'était la Commission européenne, une réaction. Ils ont eu l'appui d'Ursula von der Leyen, mais aussi du responsable des Affaires étrangères. Ils disent on a besoin d'un nouveau leader du monde libre. Et ça va se recomposer, les blocs, en terminant? Bien là, vous avez, avec les élections, je pense, en Allemagne, un discours qui est beaucoup plus solide déjà, là, beaucoup moins timide, là, qui était le cas avec le chancelier Scholz. On voit Starmer et Macron qui vraiment prennent l'initiative. Macron diplomatique, Starmer sur le plan d'envoyer jusqu'à 30 000 soldats. Et une rencontre à Londres dimanche. Une rencontre absolument critique avec la Turquie. Ça, c'est très intéressant. La Turquie est invitée. Avec Zelensky. Et Zelensky. On verra si M. Trudeau y est. Piotr Smolar à Washington, merci beaucoup. Au terme d'une journée quand même inédite. On n'a jamais vu ça personne. Et merci Dominique Carrel. Merci. Merci à vous.